On a combattu le 3e mandat, donc on ne peut pas légitimer le 4e. Mais j'aimerais poser 2 questions au ministre. C'est sur ce qu'il a dit lui-même dans ses propos tout à l'heure. Il a dit que cette candidature est légitime dans les faits. Il a aussi dit que le président emploie un ton apaisant qui rassure. Et donc, j'aimerais lui poser 2 questions. Est-ce qu'il est vraiment légitime dans les faits lorsque on veut prendre en compte les déguerpissements, lorsqu'on veut prendre en compte l'échec de la politique des logements sociaux? Et est-ce qu'il parle vraiment de paix quand il refuse le dialogue politique qui est en principe la base qui pourrait garantir réellement des élections apaisées en 2025? D'accord, je vous remercie pour votre question. Mais il a un bilan. Maintenant, le bilan qu'il a, il ira le défendre devant les Ivoiriens. Il ira le défendre. Et après, les gens vont décider, on vote ou on ne vote pas. C'est ça. Maintenant, il y en a qui croient qu'il va gagner, dont moi et dont de nombreuses personnes. Maintenant, vous parlez maintenant du bilan, les logements sociaux. Il n'y a pas plus de 2 semaines, le Premier ministre, avec le ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, ont lancé un programme de logements sociaux. Sans avoir réglé les problèmes liés au... S'il vous plaît, madame. Okay. Si vous me posez une question, vous répondez pour moi, on ne va pas avancer. Donc, monsieur m'a fait tout à l'heure, j'ai écouté. Allez-y. Ayons la capacité d'écouter et avancer. Premièrement. Secondo, vous me parlez de déguerpissement. Les déguerpissements, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu 2 types de déguerpissements. Il y a eu des déguerpissements de personnes, de logements, et il y a eu des déguerpissements de personnes qui travaillaient dans des endroits qui étaient interdits, notamment dans certains marchés. Vous aimez le respect des textes. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un se met quelque part sans avoir le droit, la force publique peut se dire à un moment donné, je vais déplacer la personne. C'est ce qu'on appelle le déguerpissement. Donc, ça a été fait à un moment donné, ça n'a pas été forcément très bien fait. Le gouvernement a décidé de le faire de manière différente. Vous parlez du 3e point, c'est quoi le 3e point déjà? C'est le dialogue politique. Le dialogue politique. Mais vous n'aviez pas fini sur les logements sociaux. Sur le dialogue politique, comme vous le dites, vous respectez les textes. Dans la loi de Côte d'Ivoire, la Constitution ivoirienne, il n'est écrit nulle part qu'on doit faire un dialogue politique. Toutefois, il y en a eu 5. En 2011, après la crise post-électorale. En 2015, avant les élections de 2015. En 2019, après les élections de 2020. En 2020, il y a eu 2 dialogues politiques. Un qui s'est fait en février, l'autre qui s'est fait en septembre et en octobre. Et puis, il y en a eu en 2021 et 2022. J'ai même, comme je connais vos questions, voici le dernier dialogue politique qui a été paraphé par tous les partis politiques présents. Donc, il y a eu 21 partis politiques, dont 26. Et il est dit, enfin, de ce dialogue politique, que les conclusions et le suivi devraient être faits par le ministère de l'État et de la Sécurité. Donc, avant de venir faire un nouveau dialogue, je sais que vous allez me dire, oui, il y a peu de suivi, il y a peu de rencontres. Il n'y a même pas eu de comité de suivi. Donc, même pas, mais il y a des actions. Des actions qui sont en cours. Il y a des actions que je regarde, pour moi, qui sont même faites et finalisées. Après, il n'y a pas... Donc voilà, donc peut-être rapprochez-vous du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Allez parler avec lui. Mais je pense qu'en fait, qu'au final, le dialogue politique ne doit pas être un moyen de prendre les Ivoiriens en otage. Ne doit pas être un moyen de prendre dans des bureaux, dans la rue, des décisions que vous n'avez pas dans les urnes. Parce qu'avant tout, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain. C'est lui qui donne la souveraineté, c'est lui qui donne le pouvoir après des élections. Donc, voilà, donc il y a des partis politiques, par exemple, il y en a 21, il y en a qui n'ont pas de représentation nationale, il y en a qui n'ont pas de députés, il y en a qui n'ont pas de maire. Donc, quelle est leur valeur? Je ne veux pas remettre leur existence en cause, mais je dis surtout que ce n'est pas parce qu'on est un parti politique qu'on doit toujours pouvoir parler. On parle à ses adhérents, je suis d'accord, mais le gouvernement, avant tout, il travaille. Il est aux affaires, il fonctionne parce que justement, il y a beaucoup de besoins dans les logements sociaux, qui est une priorité pour les Ivoiriens, ça je suis d'accord avec vous. Mais le dialogue politique ne doit pas être un moyen de fuir certaines actions et puis de faire en sorte que le gouvernement prenne du temps à discuter avec les partis politiques au lieu de s'occuper de la population. Je voudrais relever 2 choses rapidement. La première chose, c'est que sur les logements sociaux, la première phase s'est très mal passée. Il y a eu beaucoup de citoyens qui ont souscrit et puis après, les coûts des logements ont changé, qui n'ont pas été remboursés jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui ont eu des maisons inachevées, livrées. Il y a des cités où il n'y a pas d'école. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus avant qu'on ne fasse cette phase. Ensuite, pour les déguerpis, ce n'est pas tout le monde qui était dans l'illégalité.
Un village ne peut pas être dans l'illégalité sur son site. Quand nous tous, on sait ce que représente un village culturellement, historiquement, identitairement et tout ça, il y a eu des cités avec des cités immobilières, ça, c'est pas l'illégalité. Il y a eu aussi des quartiers comme il y a des ACD, les personnes ont des ACD. Pour les commerçants, quand on prenait les taxes avec eux, on ne savait pas qu'ils étaient dans l'illégalité. C'est une question que vous posez. Ce n'est pas une question. Je suis en train de vous informer sur la situation des déguerpis pour dire que ce n'est pas tout le monde qui était dans l'illégalité. Est-ce qu'on parle à la question pour question de temps également? On a perdu 3 minutes déjà. Que c'est pour des défis économiques, sécuritaires, monétaires. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 3 mandats pour ce qui concerne les défis économiques et monétaires qui existent toujours et qu'il faille faire? Merci pour votre question. Les premiers commentaires, je ne vais pas relever. Ce sera d'autres débats, j'espère qu'on aura le temps de discuter dessus, sur les déguerpissements, sur les logements sociaux. Mais on a encore beaucoup à faire sur les logements sociaux, nous en sommes conscients. En ce qui concerne les défis, le monde n'est pas statique, le monde est dynamique. Les enjeux bougent et évoluent. Quand on prend en 2020-2025, nous avons subi diverses crises. Première crise, la crise en Ukraine, qui a conduit à l'augmentation des prix de matières premières. La crise au Moyen-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas, qui a fait que justement les produits pétroliers ont augmenté. Donc le monde a changé. Ce qui a fait principalement que du point de vue économique, les défis ont été différents, puisque ça conduit mécaniquement à l'augmentation des produits que nous importions, aussi bien des matières premières que des produits pétroliers. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les défis sécuritaires. Entre 2015 et 2020, le terrorisme s'est accru. En face, nous avons des pays qui ont créé entre-temps l'AES, où ils ont des défis sécuritaires, et leurs défis sécuritaires sur nos voisins arrivent aussi chez nous. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, qu'au final, il y a des défis que nous avons aujourd'hui, que nous n'avions pas il y a quelques années. C'est ce qui nous conduit à faire de la continuité, à avoir un homme d'expérience, de ne pas prendre un apprenti sorcier qui va venir mettre la Côte d'Ivoire dans la difficulté. Comme on dit, on ne veut pas un président qui va nous mettre dans le pain. Mais vous avez dit que le monde est dynamique et nous le savons tous. Donc, tant que le monde ne s'arrête pas de tourner, lui, il va toujours se présenter. Puisque les défis ne vont pas s'arrêter. Oui, mais justement, les défis que nous avons actuellement sont très importants. Je suis d'accord qu'il y a eu des périodes qui sont beaucoup plus calmes, des périodes d'accalmie, des périodes de crise. Nous sommes dans une crise mondiale aujourd'hui à laquelle il faut une personne d'expérience. Il faut une équipe organisée, il faut une certaine continuité. Il ne faut pas des gens qui vont venir faire que des promesses et puis après, derrière, on met les Ivoiriens dans la difficulté. C'est la raison pour laquelle nous, quand je l'ai dit, ce n'est pas forcément le RHDP, c'est de nombreux Ivoiriens pensons que le président Alassane Ouattara, vu son parcours, vu son expérience, vu ses promesses, est la meilleure personne pour continuer à présider les décisions de notre pays. Docteur. D'accord. Monsieur le ministre, vous venez de parler du système sécuritaire. Oui. Voilà, vous venez d'évoquer le cadre sécuritaire. En fait, on a l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'à part le président Alassane Ouattara, personne ne peut garantir la stabilité et la sécurité de ce pays. D'accord. Mais est-ce que c'est la sécurité et la stabilité d'un pays ou bien c'est un seul individu? Tout se réduit à un seul individu. C'est vous qui parlez de ça. On vous dit que nous, on vous donne le meilleur. La meilleure des personnes à cette place-là. Après, tout le monde peut faire ce qu'il peut. Il y en a qui le feront bien, d'autres qui le feront mal. On vous donne le meilleur. Avec le président Alassane Ouattara, vous avez la meilleure personne pour régler ces défis-là. En Côte d'Ivoire, pour ça, c'est lui qui est le meilleur actuellement. Mais voilà ce que nous vous disons. Il transcende tout c'est les deux. Un travail se fait, il y a un leader, il y a une équipe. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous aimez le football. Bon, celui qui joue dans l'équipe de Mbappé, ce n'est pas le seul footballeur, il y a 11 footballeurs. C'est Mbappé qui met les buts. Voici la différence. Donc voilà, donc ils ont un bon entraîneur aussi. Donc je veux vous faire comprendre que c'est une équipe. C'est une équipe, mais une équipe doit être bien dirigée, doit être bien organisée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'avec le président Alassane Ouattara, vous mettez le meilleur. Monsieur le ministre, si c'est Mbappé qui met les buts, l'équipe joue pour Mbappé, pour que Mbappé puisse mettre les buts. Ça veut dire que si Mbappé n'est plus là et qu'on prend par exemple Maître Cédric Koné, qu'on le met à la même place, si la même équipe fait le même travail, monsieur Cédric Koné peut mettre les buts comme Mbappé. Dans ce cas-là, voilà. Pourquoi ça vaut la peine d'acheter Mbappé à des millions d'euros? Pour faire comprendre que ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut un leader. Il y a une phrase qui dit... Le système ne s'arrête pas à un seul individu, mais que tout le monde peut le faire. Ce que vous dites, tout le monde ne peut pas le faire. Ce que vous dites là, c'est oui, tout le monde est irremplaçable. Tout le monde est irremplaçable, je suis d'accord avec vous. Mais il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. On a eu plusieurs présidents de la République en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont bien gouverné, il y en a qui l'ont moins bien fait. Je ne viens d'excès personne quand je dis ça. Mais au final, on juge un bilan. On juge un bilan. Nous, on estime qu'il est le meilleur.
Vous pouvez ne pas le penser, mais si c'est comme ça, pourquoi ça vaut la peine que dans certaines équipes, on va prendre les meilleurs joueurs? Pourquoi on ne mettrait pas une jambiste? Monsieur, on est leader qu'avec un groupe, on n'est pas leader seul. On est leader qu'avec un groupe. C'est ce que quand je vous dis. Le groupe est bon, le leader, que ce soit le leader, Non, sera bon. Voilà. mais- C'est l'équipe qui fait le leader. Non, C'est les l'équipe deux. qui fait le leader. Là-dessus, on ne sera pas d'accord. Et là, je viens un peu plus loin. Oui. En 2020, on avait voulu passer la main. Oui. Et c'est un cas de force majeure qui a fait qu'il est revenu sur la scène politique ou bien l'échiquier politique. Oui. Et s'il avait passé la main en 2020, Mais, bon, tel que vous êtes d'accord. en train de parler, Donc, s'il avait donc, passé si la je main. peux m'exprimer librement, je vais vous dire ceci. Chaque personne a un talent. Chaque personne a un talent. Vous êtes habillé aujourd'hui avec votre costume, vous êtes très beau, d'autres ils seront moins beaux que d'autres personnes. Donc voilà ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on n'est tous pas uniques et identiques. Donc lui, diriger la Côte d'Ivoire, nous on estime que c'est le meilleur. C'est pas le même, tout le monde n'est pas pareil. Moi, personnellement, je ne peux pas prendre sa place aujourd'hui. Voilà, je suis franc. Voilà, je suis franc, je dis à toute franchise. Il ne suffit pas de dire je viens, je fais. C'est pas comme ça parce qu'on a un talent, on sait parler aux gens, on a une méthode et ainsi de suite. Ensuite, vous dites oui, s'il avait passé la main en 2020, avec le SI, on ferait tellement de choses. Et puis, je vous rappelle encore, en plus en 2020, quand il voulait passer la main, qu'est-ce qu'il a dit le RHDP? Les jeunes ne voulaient pas qu'ils partent. Il leur a dit, laissez-moi partir. Le destin l'a ramené. Mais en 2020, quand il voulait partir, son équipe ne voulait pas qu'il parte. Le destin l'a ramené. Donc je vous dis, tout le monde ne sont pas équivalents. Il y a une phrase qui dit, on a tous les boutons à la même couleur, mais on n'a pas tous le même prix. C'est ça, non? C'est ça la phrase. Hein? Bon, voilà, donc je vais vous faire comprendre qu'il ne suffit pas de mettre pour remplacer. C'est pas comme ça, c'est pas si simple que ça. J'ai l'impression, il y a 2-3 semaines, peut-être un mois, vous étiez ici sur ce même plateau, je vous ai parlé du problème du RHDP. Parce que finalement, je vous avais dit que la plus grande force du RHDP, c'était Alassane Ouattara, mais finalement, ça peut devenir sa faiblesse, du RHDP. J'ai l'impression que le RHDP est en train de traîner son problème interne à toute la nation. Vous dites, par exemple, Alassane Ouattara est candidat pour la stabilité. C'est bien, mais la stabilité, c'est un homme qui l'a garantie ou c'est un système qui l'a garanti? Si c'est un homme qui l'a garanti, on est en danger. Ça veut dire que demain, si Alassane Ouattara ne peut pas être président, on ne sera pas stable. En revanche, si c'est un système qui le garantit, pourquoi tant alors s'accrocher à Alassane Ouattara si, au-delà, il a le mécanisme pour pouvoir garantir cette stabilité? Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire la même chose, en train de fixer sur Alassane Ouattara? Parce qu'après 15 ans, personne ne se dégage chez vous, peut-être pour incarner la réussite et la poursuite du bilan, je suis le premier à le dire, plus que satisfaisant d'Alassane Ouattara. Troisième réflexion, là-dessus, vous êtes ministre de la promotion des jeunes. Vous ne pensez pas que, en encourageant ou en sollicitant une candidature d'Alassane Ouattara de 83 ans, moi personnellement, je l'ai déjà pris la parole publique plusieurs fois là-dessus, ça ne me gêne pas, mais vous, en tant que ministre de la Jeunesse, surtout qu'en face, on a, par exemple, Diomaye Faye qui a été élu à je crois, 41 ans, non? C'est ça? On a dans la quarantaine, disons. Voilà, quarantaine, on a des tendances. Et la population ivoirienne a plus de... Tout le temps, donc quand vous êtes là, je peux les résumer. on en profite. Non, je vais essayer de revenir. Si j'oublie, vous pourrez... Sur la question de la morale, j'entends, on entend tous. Les adversaires du président Ouattara ont décidé d'en faire, selon eux, un problème de principe, un problème de morale. Moi, je m'interroge toujours sur la crédibilité des postures et du discours. Il est connu ici que Laurent Gbagbo, et vous pouvez voir les vidéos, a dit qu'après 75 ans, on ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est de notoriété publique que le président Henri Konan Bédié, après l'élection présidentielle de 2010, a dit que c'est sa dernière élection et qu'il ne serait pas candidat. Mais je ne vous ai pas entendu, mais monsieur. Avoir le même jugement de valeur sur la morale de M. Gbagbo, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est candidat, alors qu'il avait dit qu'à 75 ans, on ne devait plus être candidat. Le président Henri Konan Bédié a été candidat en 2020. Il avait 86 ans. Beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Cette indignation sélective, mais qui en réalité cache du TSO, du tout sauf Ouattara, n'est pas admissible. Le président Houphouët-Boigny
a été candidat en 1990. Est-ce que vous savez qu'il avait 85 ans? Mais le PDCI qui parle aujourd'hui a salué la candidature du président Houphouët-Boigny. Le slogan des campagnes, c'était quoi? Le don de soi. Mais pourquoi il y aurait don de soi d'Houphouët-Boigny en 90 et puis il n'y aurait pas de don de soi d'Alassane Ouattara pour son pays aujourd'hui? Ali, je ne veux pas être long. C'est quand même important que je vous montre ça. Ça, c'est un journal, Le Nouveau Réveil, qui, en 2019, met à sa grande une, à 85 ans, Bédié, l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'à 85 ans, le président Bédié est beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Bon, j'ai envie de vous dire, le président Bédié n'est plus, bon. Non, mais ce que je vais dire, c'est un raisonnement. Oui. Cette complaisance et ce manque de rigueur dans l'analyse, et qui donne souvent l'impression qu'on a un problème avec un individu. Parce qu'il a dit, pourquoi le PDCI qui crie aujourd'hui considère qu'à 85 ans, le président Bédié était l'espoir de toute la Côte d'Ivoire, et à 83 ans, Alassane Ouattara, avec tout le bilan réalisé, ne le serait pas. Et donc, chacun a sa morale. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on a un état de droit, la seule instance habilitée à juger de la constitutionnalité des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Il a tranché, et pour nous, ce débat, il est derrière nous. Le président Thiam, qui dit que Alassane Ouattara lui a promis de ne plus être candidat. Mais j'ai envie de vous poser vous-même la question. C'est vous l'invité, c'est pas moi. Oui, mais quel crédit on accorde aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Quel crédit vous accordez aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Bon, c'est pas l'objet du débat. Mais c'est ce que je voulais dire. Non, voilà. s'il vous plaît. Oui. C'est pas l'objet du débat, monsieur le ministre. D'accord. Bon. Alors, pour moi, ces propos n'ont aucun crédit. Voilà. Et je pense que vous l'avez vous-même rappelé suffisamment sur ce plateau, les contre-vérités, les demi-vérités, etc. C'est quelqu'un qui, dès le départ, a fait croire aux gens que lui ne serait pas candidat si Alassane Ouattara était candidat, qui a organisé lui-même son éligibilité et qui n'a pas fait sa démarche donc dans les temps voulus. Donc, tu ne peux pas organiser toi-même ton éligibilité et détenir le débat. Le président Ouattara n'a fait de promesses à personne, notamment à Tidiane Thiam. Les engagements dont le président Ouattara parle, ce sont des engagements qu'il a pris vis-à-vis des Ivoiriens. En 2020, il a réuni le Parlement et il a eu une position. Et c'est ce qu'il dit. Voilà. Et par rapport à ça, il explique aujourd'hui que oui, j'avais décidé de ne pas être candidat. Non pas parce que la Constitution m'empêche d'être candidat, mais c'était une décision personnelle. Et aujourd'hui, les circonstances, parce que vous avez fait référence à une interview avec Boisbouvier, mais au cours de la même interview avec Boisbouvier, le président a mis en évidence que si les circonstances l'exigeraient, en ce moment-là, il appréciera. Et donc, aujourd'hui, nous estimons que le contexte national, international, guide que M. Ouattara puisse être candidat pour continuer donc à poursuivre ses actions de développement. Vous parlez de la transmission à une nouvelle génération. Moi, je donne mon point de vue là-dessus, M. Banga. Après Houphouët-Boigny, je considère que le président Alassane Ouattara est celui qui aura fait le plus la promotion des jeunes dans ce pays, dans tous les secteurs d'activité. Au gouvernement, dans l'administration, dans les entreprises publiques. On a même poussé des jeunes dans le secteur privé qui sont montés en puissance, et dans tous les secteurs d'activité. Cette transition générationnelle a commencé depuis quelques années. Le président gère avec une équipe. Et une équipe a besoin d'un chef. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le chef qui va conduire cette équipe. Mais l'équipe qui décide n'est pas si jeune. Le vice-président, le premier ministre. Oui, mais l'équipe ne se réduit pas à 2 ou 3 personnes. L'équipe, c'est toutes ces personnalités ou personnes qui, à quelque niveau que ce soit, occupent des responsabilités importantes au sein de l'appareil de l'État ou même au sein du secteur privé et qui contribuent à ce que nous sommes aujourd'hui. Et à la tête de cette équipe, il y a un leadership. Et nous considérons à l'unanimité que le président Ouattara a encore les ressources nécessaires pour conduire ce pays. Et à ce sujet, monsieur le ministre, justement, beaucoup d'observateurs, le président Ouattara lui-même avait amorcé ce renouvellement générationnel. Il avait annoncé dans bien d'interviews et d'occasions de prise de parole publique. Finalement, les gens se disent, les collaborateurs du président Ouattara, on peut utiliser l'image de dire, ces enfants, finalement, ils fuient leurs responsabilités.
C'est aussi l'autre lecture qu'on peut faire. Oui, mais c'est réducteur. Si vous considérez que le renouvellement générationnel se limite seulement au poste de président de la République, je peux vous suivre dans votre raisonnement. Mais si le renouvellement générationnel, c'est la capacité ou c'est la possibilité à de jeunes générations d'occuper des responsabilités aussi importantes. Mais Abdrahmane Cissé, il a été quand même ministre du budget à 32 ans. Il avait à peine 40 ans lorsqu'il est devenu secrétaire général de la présidence. Je peux prendre Kinapara, qui est aujourd'hui le DG du BIET. Je peux prendre beaucoup d'exemples, des gens qui sont à des positions stratégiques. Et cette dynamique-là, le président dit, elle va se poursuivre. Il faut peut-être dédramatiser un peu ou réduire un peu toute la cristallisation autour de la fonction présidentielle. Ça veut dire quoi? Je vais dire aujourd'hui, tout est réduit à la fonction présidentielle. Le président de la République... Parce que c'est la fonction suprême. Oui, mais au-delà du président de la République, c'est une équipe. Et la notion que le chef d'État nous inculque aujourd'hui, c'est la notion d'équipe. Voilà. Et nous, aujourd'hui, au nom des RHDP, nous constituons une très belle équipe. Et nous espérons qu'avec d'autres Ivoiriens qui le voudront, nous pourrons construire une très belle équipe. Et nous sommes heureux, en tout cas, d'être aux côtés du président Ouattara, d'apprendre auprès de lui et d'occuper des responsabilités importantes, chacun dans ce secteur apportant sa contribution à l'édifice. Sylvain Guédé-Debaï. Oui. Merci beaucoup, Sidik. J'ai plusieurs questions, je ne sais pas si je les pose en même temps. On ira une par une. Bon, d'accord. Avant le pré-congrès, le président Ouattara lui-même avait parlé d'une demi-douzaine de cadres qui seraient prêts à lui succéder. On n'a jamais eu une idée de cette demi-douzaine quand pendant le pré-congrès, il a été littéralement plébiscité. Donc j'aimerais savoir si on peut avoir une idée de cette demi-douzaine et pourquoi est-ce que finalement elle a été mise de côté pour la candidature du président. D'accord, merci pour votre question. Mais la demi-douzaine, pour être franc, on ne la connaît pas non plus. Moi, ce que je peux dire, c'est que la demi-douzaine, c'est une demi-douzaine de fois Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a cloné 6 fois, parce que je pourrais dire. Enfin, mais surtout, ce qui est important, c'est que tous les pré-congrès, il y en a eu 47. Tous les pré-congrès ont décidé qu'Alassane Ouattara soit le candidat du RHDP. Il y a eu quelques autres candidats qui se sont déclarés. Malheureusement pour eux, aucun pré-congrès ne les a plébiscités. Donc, les 45 pré-congrès ayant voulu cette candidature-là, lors du congrès, cette candidature a été validée et pour ça, elle a été plébiscitée. Donc, la demi-douzaine, qui va peut-être s'agrandir en 2025 et 2030, j'espère qu'elle sera atteinte. Une douzaine maintenant. Peut-être que ça sera une douzaine, pourquoi pas. Et puis, mais nous sommes persuadés mais rien ne prouve cela. Si depuis 2011 jusqu'à maintenant, cette demi-douzaine n'est pas prête à prendre le relais, on s'imagine, juste de 2025 à 2030, est-ce que cela serait possible avec le RHDP? Mais pourquoi pas? Ne soyez pas inquiets. On a eu des gens qui étaient prêts. Malheureusement, le destin a décidé autrement. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de nom à donner. On verra. Allons pas à pas. Aujourd'hui, la priorité, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP, est notre candidat. Donc nous, on attend qu'il dépose son dossier. Les parrainages sont en cours, il déposera son dossier. Après, on verra ce que va décider le Conseil constitutionnel. Mais nous ne sommes pas inquiets de cette décision-là. Nous irons en campagne. On va gagner. On est sûr de gagner. Enfin, on espère gagner. En tout cas, on est positif. Ensuite, il y aura l'investiture. Après l'investiture, la prise de pouvoir. Donc, et voilà. Mais pour l'instant, on double la demi-douzaine. Pensant à la campagne, c'est le plus important, c'est de nouveau cette rencontre entre un homme qui est Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire pour justement une nouvelle aventure de 5 ans. Bien, docteur. D'accord, monsieur. Salut. Voilà comment ça sort. C'est comme ça sort. Ben, celui qui a regardé la vidéo jusqu'à ce niveau peut quand même mettre dans les commentaires ce qu'il en pense. Vraiment, je suis épaté négativement. Je suis déçu et préoccupé par l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mettre les rênes de ce, disons, mettre dans les mains l'avenir de la Côte d'Ivoire à ces personnes-là, non. Comment on peut dire la parole là même?
mettre l'avenir de la Côte d'Ivoire dans les mains de ces gars-là. Voyez-vous qu'ils n'ont même pas, dans un parti politique, ils ne peuvent même pas préparer une autre personne pour succéder à celui qui est là. Mais, et vous appelez ça gérer un pays? Vous appelez ça, je ne sais pas. Regardez lui-même quand il parle, M. Roger, qui dit Alassane Ouattara sera cloné 6 fois. Ben, s'il sera cloné 6 fois, ben, on se retrouve comment? On se retrouve comment? Ben, je sais qu'il est en train d'ironiser, mais ça veut dire quelque part qu'il dit explicitement qu'il n'y a pas de demi-douzaine, il n'y a personne préparé pour succéder à Alassane Ouattara. Et lui-même, il est égal à lui-même. À part lui, il n'y a pas d'autre personne. C'est ce que Actu Banga disait. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est inadmissible. Et ça ne doit pas se faire. C'est pas comme ça fonctionne. C'est pas comme ça on gère un État. Un État se gère en l'aimant. Un État se gère en se préoccupant de l'avenir de la jeunesse. On ne peut pas se permettre à pouvoir gérer un État comme si c'était une cabine téléphonique, comme si c'était gérer sa propre maison, bien, bon, je ne sais pas, gérer quelque chose en banalisant. Ouais, mais c'est le comportement qu'ils ont. Vraiment. Côte d'Ivoire Yako. Et je me pose la question, je vais faire un saut sur Actu Banga. Vous voyez comment il traite le ministre Mamadou Touré, qui, avec politesse, gentillesse, qui, posant ces questions, c'est avec beaucoup de noblesse, je peux dire. Et qu'il n'a pas ces vulgarités qu'il emploie à tout bout du champ, il n'a pas eu à employer avec M. Touré Mamadou. Vous voyez ça? Et ça, c'est parler du mépris que ces gars-là ont envers tous ceux qui sont de l'opposition. Parce que quand ils parlent avec eux, ils sont très virulents, ils sont vraiment désagréables, impolis, mal éduqués et tout. Mais quand il s'agit de ceux-mêmes qui viennent de là-haut, avec toute la gentillesse du monde et puis la politesse, ils se mettent à regarder. Bon, c'est pas là le problème. Moi, je vais dire, où est passée la demi-douzaine? Vous voyez, même à lui, quand on a posé la question, il ne sait même pas comment répondre. Mamadou Touré, il a vacillé par-ci, par-là, et il n'a rien dit de concret. Comme on lui dit, il se dédie parce qu'il voit la question vraiment qui l'embête, il ne peut pas répondre, et il se dédie. Je n'ai pas dit ça. Ben, on ne va pas rester sur ça. On voit même que les gars mentent. On voit même que les gars, ils n'arrivent pas à pouvoir s'en sortir avec les questions. Ils ne font que trouver des arguments fallacieux qui n'arrivent même pas à pouvoir nous satisfaire. Parce que tout ce que ce monsieur a dit, moi, ça ne m'a pas convaincu. Il n'a pas dit quelque chose qui pourrait me convaincre. Il n'a pas dit quelque chose qui a répondu aux questions que tous ces journalistes ont posées, que ce soit Chéri Balé et tous les autres panélistes ont posé. Il n'a pas répondu concrètement. Moi, ça ne m'a pas convaincu. Même les journalistes là n'ont pas été convaincus. Mais pour ne pas rester sur la même chose, ils ont préféré avancer en posant d'autres questions.
Voilà où on en est. Donc, moi, je ne vais pas trop m'attarder ici. Il y aura une autre vidéo. Comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.